Merci. Je m'appelle Pierre Questener, je travaille au CEA Saclay, à la Maison de la Simulation. Je vais essayer de faire un retour d'expérience sur le développement du code Ramsès GPU, qui n'est pas exactement Ramsès, mais qui est une version dérivée et dont les fonctionnalités ont été réduites. C'est un code sur lequel on a travaillé depuis à peu près 6-7 ans maintenant. Alors, un retour d'expérience, c'est quelque chose de difficile, évidemment. C'est essayer de prendre sa petite expérience personnelle et essayer de tirer des conclusions générales qui pourront avoir un intérêt pour tout le monde. Donc, c'est un peu ambitieux. Je vais essayer un petit peu de le faire. Et donc, je vais commencer par la fin de l'exposé. Donc, je vais essayer de faire un petit bilan en regardant ce qui s'est passé sur les dernières années, donc disons depuis 2008-2009. Donc, faire un bilan, c'est regarder comment c'était avant, regarder comment c'est aujourd'hui, et faire la différence entre les deux pour essayer de voir si c'est mieux ou moins bien. Mais en fait, ça va être mieux. Donc, l'architecture Tesla 1.0, on peut dire qu'elle est apparue à partir de 2007-2008. Et donc le premier message, c'est que l'architecture des GPU NVIDIA elle a énormément évolué, évidemment, en 7-8 ans. Il y a énormément de contraintes qui ont été relâchées. Pour moi, c'est des contraintes essentiellement hardware, mais qui ont eu un impact sur la façon dont on va programmer ces architectures. Je vais en reparler un tout petit peu juste après. Les outils logiciels eux-mêmes ont énormément évolué. Pour ceux qui ont commencé à programmer en CUDA il y a 7-8 ans, le debugger était pas facile d'utilisation. Il fallait se mettre en mode texte, il fallait éteindre X11 pour pouvoir le lancer sur sa machine. Les outils d'analyse de performance, c'est normal, ils étaient en train d'apparaître, étaient naissants. Ils n'étaient pas formidable d'un point de vue information qu'on pouvait en retirer. Aujourd'hui, on a des outils, notamment par exemple le profiler visual de NVIDIA, qui est un outil véritablement remarquable quand on veut analyser les performances d'une implémentation d'algorithme CUDA. On a des environnements de développement aussi qui sont vraiment extraordinaires. Enfin, Eclipse et sa toolbox parallèle, c'est un truc qui peut, quand on apprend à l'utiliser, qui peut quasiment changer la vie. Et donc le dernier message qui est vraiment important, c'est qu'il y a 6-7 ans, il pouvait y avoir une énorme différence de performance entre une version non optimisée d'un algorithme et une implémentation très optimisée, c'est-à-dire qui était vraiment hardware aware, si je peux utiliser cette expression, qui était vraiment consciente du hardware, qui était vraiment optimisée pour utiliser au mieux le hardware, utiliser au mieux les unités de calcul, utiliser au mieux la bande passante mémoire. Il fallait se poser un certain nombre de questions assez invasives du point de vue de la connaissance du hardware. Il fallait se poser la question, est-ce que j'ai bien utilisé toutes les contraintes associées à l'architecture GPU, la coalescence mémoire, est-ce que j'ai bien respecté toutes les recommandations associées à la façon dont sont disposées en mémoire mes données, est-ce que j'ai bien utilisé la mémoire partagée, la mémoire qui est en interne du GPU, qui sert d'un cache, qui permet de lisser la bande passante mémoire et d'être sûr qu'on réutilise bien les données d'une façon efficace, etc. Donc c'était tout un tas de questions qui étaient réellement extrêmement importantes. Et ce que je voudrais dire, donc, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, la transition vraiment forte, elle est à partir de l'architecture Kepler 3.5. Donc pour ceux qui ont des GPU relativement récentes, ils ont moins de 3 ans, et des GPU dédiés calcul scientifique, on tombe dans cette catégorie-là. Il y a énormément de contraintes hardware qui sont beaucoup moins raides. C'est-à-dire, si on fait les choses de manière un peu naïve, en faisant des choses de manière un peu naïve, on va tout de suite avoir des performances qui ne sont pas ridicules. Il y a énormément donc tout ça, je le tire de la petite expérience qu'on a à travers notre code. C'est des contraintes qu'on a vues apparaître, qui sont apparues avec les nouvelles versions du hardware. Et c'est des contraintes qui ont eu des répercussions sur le software qu'on a développé. Donc tout un tas de techniques qu'on a développées pour développer le code se sont trouvées pas complètement obsolètes, mais disons moins prégnantes pour utiliser efficacement l'architecture.
donc une des contraintes que je trouve vraiment intéressante, enfin importante, c'est la contrainte sur les registres. On sait que depuis le registre, c'est la quantité de mémoire qu'on va pouvoir avoir en interne du GPU par thread. Elle a grandement augmenté, ce qui relâche, ce qui soulage un peu les problèmes qu'on va rencontrer quand on va essayer d'implémenter des kernels plutôt velus, où on a besoin de beaucoup de mémoire en interne du GPU, et on va atteindre beaucoup moins vite les limites supérieures de problèmes associés au register spilling, où le compilateur va être obligé de cracher littéralement des données sur la mémoire externe, et donc d'encombrer le bus mémoire. Il y a tout un tas de choses qui sont vraiment améliorées, l'utilisation de la mémoire partagée, l'introduction de la mémoire unifiée. Et il y avait tout un tas de choses aussi qui rendaient le génie logiciel un petit peu embêtant, associé au... Donc je ne connais pas bien la traduction française du static linkage, mais un certain nombre de variables qui n'avaient qu'un scope à l'intérieur d'un fichier. Donc si on voulait partager, avoir une sorte de variable globale, il fallait se débrouiller d'une certaine manière, ce qui rendait un peu le génie logiciel difficile. Au tout début de CUDA, il fallait inclure le code des kernels dans un fichier principal. Donc il fallait d'une certaine manière inliner tous les kernels dans une seule unité de compilation pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Aujourd'hui, tout ça, ça a un peu disparu. C'est encore un petit peu critique de temps en temps quand on veut vraiment tirer des performances, parce que le fait de tout inliner, dans certains cas, le compilateur il peut un peu mieux optimiser, donc on peut parfois un peu gagner. Mais ça soulage quand même vraiment les développements. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment de plus en plus... alors facile n'est pas forcément le mot juste, mais disons, c'est devenu de plus en plus agréable de développer pour ces architectures-là. Et que, d'une certaine manière, là, tout ce que je viens de dire là, sur les 2-3 dernières minutes, ça justifie ce qu'on entend régulièrement depuis 2-3 ans, le fait qu'on conseille aux gens qui démarrent la programmation des GPU, on leur conseille de tout de suite partir sur une solution haut niveau par directive, genre OpenMP, OpenACC. Parce que pour moi, utiliser les GPU, ça veut dire avoir tout de suite de bonnes performances. Et donc ça rend... ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus nécessairement obligé de regarder directement une approche bas niveau par un langage de type CUDA ou OpenCL. On peut très bien commencer par une approche haut niveau et se contenter de regarder des versions optimisées écrites dans un langage bas niveau dans un deuxième temps. Donc tout ce que je viens de dire là, l'évolution du hardware, ça justifie d'une certaine manière les conseils qu'on donne régulièrement ces 2-3 dernières années, qui est de conseiller à quelqu'un qui débute à la programmation des GPU de tout de suite passer sur une approche haut niveau. Alors tout ce que je vais dire, donc là c'était mes planches de conclusion. Donc je vais basculer maintenant sur le contenu réel de la présentation, qui était de vous parler du code qu'on a développé ces dernières années. Alors je vais aller très rapidement en évoquant la problématique. C'est un code qui est utilisé par des astrophysiciens pour étudier des problèmes de dynamique des fluides dans la simulation de disques protoplanétaires. D'un point de vue algorithmique, je vais donner aussi quelques briques qui permettent de comprendre les algorithmes et les implémentations qui seront associées aux algorithmes. On va s'intéresser à des problèmes dits d'algorithmes de volume fini pour simuler des écoulements fluides. Et je vais parler un petit peu alors, optimization strategy, donc les stratégies qu'on a mis en œuvre pour essayer d'implémenter ces algorithmes de manière efficace. Donc là, je parle de travaux qui se sont déroulés au cours de plusieurs années, à partir des années 2009-2010. Donc à cette époque-là, on ne travaille que en CUDA. Il n'y aura pas d'OpenACC dans tout ce que pas d'approche haut niveau. Et à cette époque-là, on s'était vraiment intéressé à essayer d'apprendre à utiliser l'architecture plutôt que d'aller tout de suite au résultat. Alors, un dernier préambule, là, avant de regarder vraiment des choses associées au code. Pour ceux qui ont déjà assisté à des présentations où on vous parle d'implémentation d'algorithmes associés à
à des volumes finis, des différences finies, en tout cas des algorithmes où on a une localité mémoire qui est par conception, par design intrinsèque à l'algorithme, souvent on dit que c'est relativement facile à implémenter ça sur des architectures de type accélérateur. Alors c'est vrai dans les grandes lignes, mais quand on regarde un tout petit peu plus précisément, il y a quand même des problématiques qui sont pas si simples que ça. Alors les algorithmes qui nous intéressent pour l'application sont des algorithmes de type volume fini, mais avec un stencil qui est relativement gros. La conséquence de ça, c'est qu'on a besoin de faire énormément de calculs par thread et on peut assez rapidement se voir confronté à des problèmes de register spilling que je citais souvent. On va avoir besoin de faire beaucoup de calculs par thread, d'avoir besoin de stocker beaucoup de variables intermédiaires et tout de suite on va faire exploser ce genre de contraintes-là. On a des schémas numériques essentiellement assez complexes, même si dans les grandes lignes c'est relativement simple. Donc c'est un code qui a été développé depuis maintenant 6-7 ans. Donc c'est un code qu'on a appelé Ramsès GPU parce que en fait au départ c'était une petite R&D qu'on a commencé en 2008-2009. En fait j'avais un collègue au CEA IRFU qui avait été à Supercomputing 2008 et qui était revenu super content de sa conférence en disant j'ai vu un truc qui a l'air vraiment intéressant, c'est d'essayer de faire du calcul générique sur GPU. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre ça en œuvre sur une petite R&D au labo? Et on lui a dit oui. Et puis on a laissé passer quelques mois sans rien faire. Et à la fin de l'année 2009, début 2010, on a commencé à regarder ça un peu plus sérieusement. Et donc au départ, c'était juste une R&D pour essayer d'apprendre à utiliser l'architecture. Et puis in fine, quand on s'investit dans quelque chose et qu'on y a passé du temps, on s'attache un peu. Et donc on a envie de faire en sorte que ça devienne quelque chose qui puisse servir à quelque chose in fine. Et donc on a fait grossir ce projet-là et récemment on a pu l'utiliser pour faire des simulations état de l'art sur des problèmes qui intéressent les astrophysiciens et notamment la simulation de l'instabilité magnéto-rotationnelle sur laquelle on a pu faire pour ce problème-là la plus grosse simulation possible à l'époque où on l'a fait, donc c'était il y a maintenant presque 3 ans. Et donc ce code-là est vraiment très optimisé pour faire des très grosses simulations sur des grilles cartésiennes de problèmes de turbulence hydrodynamique et magnéto-hydrodynamique. Voilà, donc quelques mots juste sur... Donc c'est un code d'astrophysique. En fait, je suis désolé, j'ai beaucoup de planches, mais je vais passer rapidement parce qu'en fait, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, ils pourront toujours revoir ça après coup, il n'y a pas de souci. Donc je vais juste passer rapidement pour dire que, donc, en gros, on essaie de résoudre un problème de dynamique des fluides dans des boîtes, mais avec des petites particularités. Donc ici, une des particularités, c'est qu'on utilise une boîte cartésienne qui va modéliser ce qui se passe dans un disque d'accrétion. Mais on va mettre des conditions, par exemple, on va mettre des conditions limites qui sont un petit peu pas complètement triviales. On va mettre des conditions limites, par exemple, glissantes. Ce qui va faire que un GPU associé à un sous-domaine MPI va devoir communiquer avec d'autres process MPI, donc d'autres GPU, et ça va dépendre dans le temps, ça va bouger dans le temps, on ne va pas toujours discuter avec les mêmes. Donc on a une grille cartésienne et puis on va résoudre en gros les équations de la dynamique des fluides, de l'air en mode compressible. Donc on va s'intéresser aux équations de l'air. On va discrétiser ces équations-là. C'est les équations de l'air de manière standard, outre le fait qu'on va les réécrire dans un repère tournant, parce qu'on va s'intéresser à des disques d'accrétion. Donc on va avoir de la matière qui tourne autour d'un objet massif, une étoile. Et donc on va devoir rajouter des termes d'inertie, on va devoir rajouter le champ magnétique,
On va devoir rajouter des termes dissipatifs, prendre en compte le fait que le fluide est visqueux, prendre en compte des termes de dissipation associés à la résistivité magnétique, etc. Des conditions de bord un petit peu complexes. Et tout ça fait qu'on a un système qui n'est pas complètement trivial et qui fait surtout qu'on va avoir beaucoup de calculs à faire par thread. Alors, ça, c'est une image statique, mais qui aurait dû être une animation. Ah bah si, ah bah ça marche. Donc c'est une animation qui a été réalisée à partir des données qu'on a faites il y a quelques années sur la machine Curie, où on avait utilisé quasiment l'intégralité de la partition GPU de la machine Curie, 256 GPU. Et la petite animation là, elle représente en fait une journée de calcul. Et il se trouvait que pour ce problème-là, une journée de calcul, c'était aussi une orbite du système physique qu'on simulait. Donc ça, c'était sur des GPU de type Fermi, où c'était vraiment l'optimisation et l'écriture du code étaient vraiment cruciales. Donc la motivation qu'on a eue, c'était que les astrophysiciens avec qui on travaillait utilisaient la version régulière entre guillemets de Ramsès pour simuler ce problème-là. Et donc en 2010, ils faisaient des simulations de ce problème en utilisant 1024 processeurs. Et la difficulté était que, enfin c'est pas une difficulté, mais la contrainte, c'était qu'on doit faire un très très grand nombre de pas de temps. Donc on veut avoir un code très stable dans le temps. Et parce qu'on doit étudier les propriétés de la turbulence et donc on doit étudier des propriétés qui sont statistiques. Donc on a besoin de faire vraiment beaucoup de pas de temps. Et donc la motivation, c'était d'essayer de déporter tout le code sur GPU pour pouvoir le simuler plus rapidement. Parce que donc le physicien voulait doubler la résolution spatiale pour étudier des problèmes de convergence de la turbulence. Donc doubler la résolution spatiale, c'est-à-dire doubler toutes les dimensions suivant x, y, z, et doubler aussi le nombre de pas de temps pour se retrouver à simuler la même durée physique. Donc ça veut dire in fine, multiplier par 16 les ressources nécessaires pour simuler ce problème-là. Donc à la fin, ça faisait beaucoup multiplié par 16. Donc ça a justifié l'investissement à développer ce code GPU. Alors un tout petit mot sur la notion de stencil. Donc on a une grille qui discrétise l'espace et on veut mettre à jour les variables qui représentent l'écoulement fluide. Donc on a des variables hydrodynamiques ici, des variables associées au champ magnétique. On résout un système d'équations aux dérivées partielles qui est représenté de manière simplifiée ici. Et in fine, on se rend compte que pour mettre à jour les grandeurs qui représentent l'état du fluide dans la cellule que j'ai entourée en rouge ici, on a besoin d'accéder à toutes les cases que j'ai dessinées ici. Mais on n'a pas besoin d'y accéder de manière uniforme. On doit y accéder de manière hiérarchique. On doit y accéder de manière hiérarchique parce qu'on a besoin de calculer des flux à travers les faces de la cellule, des flux hydrodynamiques. On a besoin de calculer des flux magnétiques à travers les arêtes de la cellule, si on regarde en 3D. Et dans les voisins, on a besoin de calculer, par exemple, des grandeurs dérivées, des grandeurs intermédiaires, des gradients. D'autres, on a besoin de fabriquer des reconstructions associées à ces variables-là. Donc, tout un tas de calculs qui font qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le stencil de manière intégrale, mais on a besoin de le lire de manière hiérarchique. Donc, si on fait... Alors, je vais... Oups. Voilà. Donc, si on essaie de regarder à haut niveau... un algorithme de dynamique des fluides, là, c'est ni plus ni moins, in fine, que juste 3 boucles for où on va balayer l'espace et puis on va faire un certain nombre d'opérations. Donc si on écrit les choses de cette manière-là, on se rend compte très rapidement que c'est très efficace en termes de mémoire consommée. On va consommer relativement peu de mémoire, mais on va devoir recalculer beaucoup de choses, et potentiellement même trop. Et on va très rapidement, si on essaie d'implémenter ça directement sur GPU, directement on va avoir des problèmes de register spilling, on va exploser la mémoire interne et ça va donner des performances pas terribles tout de suite.
Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc on a des algorithmes de type stencil où on fait beaucoup de calculs par cellule. Donc, typiquement, c'est de l'ordre de 3500 à 5000 flops par cellule pour mettre à jour en un pas de temps les variables associées au schéma. Donc, on s'est intéressé au cours de ces années à donc, le même algorithme qui est écrit ici. On peut en dériver, on peut en écrire plusieurs variantes d'implémentation. Donc on a essayé un peu d'explorer toutes les variantes d'implémentation. Et pour chaque variante, on va avoir un ratio calcul mémoire consommée qui va être différent. Si on essaie de couper ces 3 boucles for imbriquées ici en plusieurs morceaux, on va devoir stocker en mémoire tous les résultats des calculs intermédiaires de la première boucle pour pouvoir les réinjecter dans la deuxième boucle. Donc en fonction de comment on va découper cette boucle-là, on va, d'une part, on va éviter de recalculer certaines choses. Donc ça c'est bien. Mais, à contrario, on va avoir besoin de stocker des choses dans la mémoire externe. Donc il y a tout un tas de façons de découper ce problème-là en morceaux avec des contraintes et des inconvénients. Donc on a essayé d'explorer toutes ces façons-là, et il se trouve que il y a quelques années de ça, donc sur les vieilles architectures, donc grosso modo jusqu'à Fermi, ça donnait de très très grosses variations de performance. Et aujourd'hui, ces variations sont quand même beaucoup amoindries. Néanmoins, on a beaucoup appris sur le fonctionnement de ces architectures. Alors, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que il ne faut jamais rester collé à une implémentation d'algorithme. Il faut toujours se laisser la possibilité d'explorer des variantes et de se donner les moyens d'explorer ces variantes. Ce n'est pas toujours facile. Mais je pense vraiment qu'il faut le faire, parce que si on veut vraiment exploiter une architecture, il faut se laisser la possibilité d'explorer des variantes algorithmiques pour essayer d'atteindre les performances optimales de l'architecture. Alors voilà, donc on s'est amusé à faire ça, on s'est amusé à faire des sous-découpages de domaines pour optimiser au mieux l'utilisation de l'architecture. Et alors, si j'ai encore une minute, je vais juste dire que, donc, in fine, on y est arrivé. On a fait des tests sur la machine Curie, on a pu utiliser le code sur la machine Blue Waters aux États-Unis, on a pu l'utiliser aussi sur la machine Titan, pas en appel régulier, mais uniquement dans un accès préliminaire à l'utilisation de la machine. On a pu faire des études de scalabilité du code jusqu'à 4000 GPU sur les plus grosses simulations de turbulence MHD. Alors je vais juste terminer en disant que une version simplifiée de ce code-là, on l'utilise depuis quelques années maintenant pour faire de l'enseignement. Et alors ça se passe souvent bien. Les étudiants en sortent plutôt contents. Et donc là, c'est juste pour illustrer un petit problème qui arrive régulièrement, parce que je trouvais que ça faisait une image assez amusante. Donc si on fait des choses naïves, comme peuvent le faire des étudiants qui démarrent la programmation GPU, on peut avoir, par exemple, c'est une illustration d'un problème de data race. On a plusieurs threads qui veulent essayer d'écrire, de mettre à jour les cellules, la même cellule, avec des flux qui viennent à droite et à gauche d'une interface. Et donc si on fait une implémentation naïve, on se retrouve avec ce genre d'images qui sont assez jolies, mais qui sont fausses. Mais ça permet d'illustrer des concepts assez avancés de parallélisme, et en général, les étudiants sont contents d'avoir vu des choses un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà. Merci Pierre, tu as fait tes conclusions avant, donc c'est bon. Oui. On va prendre une question. Avec l'évolution des GPU, des codes GPU, est-ce que vous arrive de jouer aussi sur, ou de ne plus avoir à le faire, jouer sur la... Alors, je parle au niveau CUDA, ouais. Sur la taille des blocs, qui permet par exemple de... Selon la taille des blocs, après il peut scheduler plus ou moins de blocs, il prend plus ou moins de registres. Tu n'en as pas parlé, c'est toujours sensible ça, ou pas, ou moins? C'est
c'est encore assez sensible, mais dans les exemples qu'on a à faire, nous, donc vraiment les noyaux qui sont critiques pour cette application-là, c'est devenu une contrainte relativement mineure. Voilà. Non, on ne met pas le max, mais c'est un paramètre qui est relativement neutre, c'est-à-dire bon, on le varie, ça fait des variations qui ne sont pas très... la contrainte majeure là, dans les algorithmes qu'on a, c'est vraiment le register spilling et d'essayer de faire en sorte de limiter la quantité de variables intermédiaires qu'on va calculer par thread. Pour ces algorithmes-là, c'est vraiment la contrainte majeure. Alors qu'il y a quelques années, toutes les contraintes étaient vraiment importantes. Maintenant, je trouve qu'elles se sont un peu sédimentées. En tout cas, pour ce problème-là, elles se sont sédimentées. Donc, il y en a une qui est majeure par rapport aux autres qui sont, disons, mineures. Voilà. Et du coup, ça permet de se focaliser vraiment plus sur un point que d'avoir à regarder tout en même temps. Alors, j'ai bien compris que l'exposé parlait beaucoup de CUDA, mais s'il fallait maintenant sortir tout le CUDA de ce code-là pour mettre un truc du style OpenMP, quelque chose, est-ce que ce serait faisable encore? Alors bon, ça c'est un code de recherche, c'est un code évidemment qu'on a développé depuis 6-7 ans. Il y a 6-7 ans, les outils de debug n'étaient pas aussi bons que maintenant. On a un code, mais on a plusieurs variantes, et on a une variante qui tourne complètement sur CPU, une variante en fait la variante complètement CPU sert de debug à la version GPU. Donc on a fait ce travail partiellement de remettre des directives sur la version complètement CPU. Donc le message que je voulais passer au tout début, c'était qu'aujourd'hui, si on devait refaire ce genre de boulot, donc le boulot, c'était pas de fournir un outil clé en main aux astrophysiciens, c'était vraiment d'apprendre l'architecture. Donc le message que je voulais faire passer tout à l'heure, c'était qu'aujourd'hui, probablement, dès le départ, on essaierait de prendre la version CPU, d'explorer les variantes algorithmiques, parce que ça on n'y coupe pas, il faut explorer l'espace des phases des variantes algorithmiques, mais tout de suite de partir sur une implémentation où on mettrait des directives sur chacune de ces petites variantes algorithmiques. Et éventuellement d'aller regarder du CUDA bas niveau que si c'est vraiment nécessaire, que si on soupçonne, grâce aux outils d'analyse de performance, que si on soupçonne que la version OpenACC n'exploite pas assez bien le hardware.